Permettez-moi de donner la parole au ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Bonjour, Monsieur le ministre, chers collègues. Merci de l'invitation pour participer à la conférence sur la sécurité eurasiatique. Pour moi, c'est une très importante opportunité de continuer le dialogue avec les membres intéressés des ministères diplomatiques et les experts de notre communauté pour comprendre comment nous devons construire notre politique. Et tout d'abord, j'aimerais remercier l'initiateur de cette conférence, M. Lukashenko, de cette initiative et tous nos amis de Biélorussie. Les relations internationales vivent actuellement des transformations tectoniques de l'époque parce que nous voyons apparaître l'ordre mondial multipolaire basé sur la variété culturelle et le droit des peuples de définir eux-mêmes les modèles de leur développement en réalisant le principe le plus important des Nations Unies, écrit dans sa charte, l'égalité souveraine des États. Aujourd'hui, l'indice de ce temps, c'est des États plus nombreux et leur envie de renforcer leur sécurité en mettant en œuvre le cap dans leurs affaires souveraines, ce qui a été bien confirmé pendant le processus de l'expansion des BRICS. Et la combinaison géopolitique actuelle continue à évoluer, non seulement pour le bien de l'Occident collectif, parce que déjà les représentants des élites occidentales commencent à le reconnaître en parlant de la fin de l'époque de la guerre froide, comme le président Biden et Macron et les autres chefs des États européens ont déjà remarqué, et ces tendances influencent les processus internationaux qui se déroulent sur notre continent comme l'Eurasie. Nous voyons de nouveaux centres mondiaux qui continuent à se renforcer, qui démontrent la volonté politique pour rechercher les résolutions dans le domaine économique, politique, sécurité, qui soient basées sur l'équilibre des intérêts, qui a été mentionné déjà par son Excellence Monsieur le Président Poutine pendant son allocution à la conférence Une ceinture, une route à Pékin, en Chine, il y a une semaine, et en parlant de l'agenda futur des États en Eurasie et dans d'autres régions mondiales, se retrouve face à l'opposition acharnée de la minorité occidentale. Les États-Unis et leurs satellites ne cachent pas qu'ils veulent rester en domination et monopoliser le droit de prendre les décisions globales imposées sur la majorité globale, basées sur les soi-disant règles sur Londres, basées sur ces règles. Et par rapport à ceux qui n'acceptent pas cette approche, l'Occident utilise les tentatives de pression en démonisant l'espace médiatique, en ayant fait le choix aggravé, comme l'OTAN, guidé par les États-Unis, ont déjà suscité la crise géopolitique dans la partie occidentale de notre continent. Et ce qu'ils le font déjà depuis longtemps, il s'agit des bombardements de la Yougoslavie, de la séparation du Kosovo et de la Serbie, et aussi en dépit des promesses données aux dirigeants soviétiques, le soutien du coup d'État en Ukraine, l'alimentation du régime criminel ukrainien en milliards de dollars et des armes pour la guerre contre la Russie. Ce sont tous les éléments, les jalons de la même chaîne. Et sinon, Kiev n'aurait pu oser prendre le chemin pour détruire tout ce qui est russe en faisant la pression sur la religion, l'espace médiatique, et n'aurait jamais fait
l'éradication physique de l'opposition et l'imposition des régimes nazis, même dans l'espace légal. En Europe, le système des mesures de confiance et du contrôle des armes a été détruit. Il suffit de rappeler le retrait des États-Unis du traité INF et l'interdiction et l'arrêt, les suspensions du document sur le ciel, le document de Vienne et la mise en place des missions conjointes et nucléaires. Tout cela apporte une charge très déstabilisante et nous oblige à prendre des mesures de compensation. Les ingénieurs géopolitiques occidentaux qui ont perdu tout lien avec les réalités, qui se considèrent comme les représentants du Seigneur sur la terre, ils ont détruit au niveau supérieur, même déjà au niveau de l'ESE, qui a déjà mentionné les obligations de respecter la sécurité indivisible en essayant d'éviter la domination d'un État ou d'une organisation en Europe. L'OTAN fait vraiment tout ce qui est opposé. Et l'ESE, qui a été conçu comme une plateforme conjointe pour le dialogue et la coopération, grâce aux efforts otaniens et de leurs complices, devient une représentation de la minorité qui n'a aucune influence sur la sécurité. La vraie intention des hommes politiques occidentaux se sont manifestées quand à Bruxelles et à Washington, les hommes politiques ont refusé les propositions avancées par la Russie en décembre 2022 de discuter des garanties pour régulariser la situation autour de l'Ukraine sans l'impliquer à l'OTAN, sans utiliser le régime ukrainien contre les intérêts légitimes russes. Ils n'ont pas voulu parler sérieusement avec nous en continuant à multiplier les capacités de l'Alliance. Et après la fin de la guerre froide, c'est la multiplication des exercices communs entre les États-Unis et leurs alliés otaniens, c'est l'utilisation des armes sur les cibles imaginées sur le territoire russe. Parmi les premiers qui continuent à suivre ce chemin de Washington, ce sont les russophobes les plus acharnés, en comptant de faire participer les autres membres de l'Union européenne et de l'OTAN, en restant comme les États-Unis d'outre-mer, en proposant les autres de rompre tous les liens commerciaux, culturels d'investissement avec la Russie en mettant en œuvre des attentats comme l'explosion du Nord Stream que personne ne veut enquêter et les autres actions qui visent à détruire l'infrastructure qui avait été construite pendant les décennies qui garantissait l'interconjugaison, ce qui a été mentionné par mon homologue en ce qui concerne le lien entre l'économie de l'Occident et de l'Orient. Tout cela est détruit et vise à détruire les bases qui garantissaient une évolution stable et riche, aussi bien que l'évolution sociale et économique des États membres de l'Union européenne, entre autres. Les documents de concept otanien déclarent la Russie la menace directe. Ils mènent la guerre ouverte hybride, en réalité en utilisant tous les moyens et tous les outils possibles, en déclarant qu'ils veulent garantir une défaite stratégique contre la Russie sur le champ de bataille via les cadavres et les corps des nazis ukrainiens, en garantissant la soi-disant une nouvelle architecture européenne sans la Biélorussie et sans la Russie. Il suffit de nous rappeler l'invention de la communauté économique européenne avec cette initiative qu'il avait avancée comme le président Macron, où il avait déclaré ouvertement tout le monde était les bienvenus sauf Moscou et Minsk. C'est même
même pas la peine d'expliquer que ça n'a aucun futur, surtout pour tous les gens qui ont décidé de s'occuper de la politique extérieure en Europe sans prendre en considération les intérêts légitimes de nos États. Et de la même façon et le même caractère, nous voyons pour les tentatives du régime ukrainien en suivant les consignes de leurs parents occidentaux. La cible, l'objectif, c'est d'assurer la séparation entre la Russie et la Biélorussie par rapport aux engagements, obligations et l'ordre qu'ils veulent construire en Europe. Ils le disent ouvertement, oui, même après la guerre, il faudra prendre en considération la Russie, il faudrait garantir certaines garanties pour nous protéger de la Russie. Vraiment, c'est leur mentalité. Mais notre accord, c'est de nous mettre d'accord, de négocier, qui avait été manifesté en mars 2022, qui a résulté en fait que les principes avaient été validés, concertés entre les hommes politiques qui avaient participé aux négociations, mais ces principes n'ont pas paru suffisants pour les anglo-saxons et les États-Unis, parce que par la suite, ils les avaient interdits et les avaient oubliés, comme monsieur et les autres gens, les autres acteurs comme M. Schroeder et M. Samour aux États-Unis essaient de le faire rappeler, malgré le fait qu'à l'Occident, tous les jours, ils disent qu'il faut défaire la Russie sur le champ de bataille, pendant que le président Zelensky s'est interdit lui-même et à ses alliés de négocier d'une quelque façon avec la Russie, avec le gouvernement de Poutine. Mais il est évident que l'agression contre la Russie, c'est une partie de la croisade des États-Unis contre la Russie, de leurs satellites, en dépit des autres qui veulent se protéger leurs propres intérêts. Parce que Washington, avec leurs alliés, veulent créer une nouvelle source de tension dans la région Asie-Pacifique, qui est déclarée ouvertement, qui est déjà une des zones des responsabilités de l'OTAN. Ils aggravent avec l'intention la situation autour de Taïwan en mettant en place des formats étroits avec la participation des anglo-saxons comme AUKUS et les stratégies Indonésie-Pacifique qui visent à endiguer la Russie et pour assurer le démantèlement de l'architecture de l'ASEAN qui vise à protéger ce consensus. Pendant ces dernières années, les États-Unis essaient de faire la promotion de leur influence de destruction en Asie centrale en aggravant les situations au Proche-Orient, entre autres, et les conséquences de leur politique d'aventure qui vise à saper les principes de la Charte des Nations Unies et de son Conseil de sécurité ont obligé de se retrouver les peuples de l'Irak, de la Palestine et du Soudan en misérité, et les tentatives de Washington de monopoliser le processus au Proche-Orient ont résulté en situation affreuse en condamnant des attentats et les autres actions qui violent le droit international humanitaire. La Russie appelle à l'arrêt immédiat des hostilités et à la reprise des négociations visant à la mise en place de l'État palestinien indépendant qui a été promu solennellement aux Palestiniens il y a presque 75 ans. Comme le président Poutine l'avait déjà détaillé hier. Vu l'axe destructeur de l'Occident et son incapacité à une vraie compétition pour former une conchicature de la sécurité indivisible sur le continent, c'est l'objectif de cette conférence qui a été initiée par le président de la Biélorussie, M. Loukachenko. Nous sommes ouverts à tous les États qui agissent pour l'interaction respectueuse, égale, parce que l'objectif, c'est de faire le lien, comme M. Peter Sijarto avait déjà dit, assurer la conjugaison entre l'Orient et l'Occident pour garantir la prospérité et la paix à tous les peuples qui se retrouvent sur l'Eurasie. Et nous comptons sur le potentiel des structures qui fonctionnent sur notre continent, en commençant par l'État de l'Union de la Russie,
Russie, la Biélorussie, l'Organisation sur la sécurité collective, l'Union économique eurasiatique, la Communauté des États indépendants, l'Organisation de coopération de Shanghai, la Ligue des Arabes, la coopération des États du Golfe, l'ASEAN, encore d'autres organisations et associations sur le continent sont prometteurs en Asie centrale et au Caucase du Sud. Entre plusieurs formats mentionnés d'une telle ou telle façon, nous avons déjà mis en place les contacts déjà au niveau du secrétariat exécutif où nous échangeons de l'information, de l'expérience, nous voyons apparaître de façon naturelle cette interconnexion et la division du travail naturel et raisonnable. Parce que même s'il y a des différences, il faut assurer la conjugaison en améliorant leur efficacité. Sans cette façon, nous coopérons au niveau de l'Union économique eurasiatique, l'ASEAN, l'Organisation de coopération de Shanghai et le projet chinois, une route et une ceinture visant à mettre en place un grand partenariat eurasiatique. Et cette approche est manifestée non seulement sur le plan économique, mais aussi la sécurité, parce que, à part la coopération au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai et le TSC, parce qu'il y a encore un grand potentiel pour garantir les mesures de sécurité en Asie. Et ces structures pourraient devenir une plateforme pour discuter entre les gens qui partagent les mêmes idées, un grand agenda large qui inclut entre autres les questions de la stabilité géopolitique sur les approches réciproquement acceptables, parce que nos amis biélorussiens préside le TSC, l'organisation qui fête son 20e anniversaire cette année, et en pratique, il confirme l'efficacité en favorisant la sécurité et la stabilité de leurs États membres en faisant leur contribution dans son évolution positive. J'aimerais rappeler l'initiative des chefs de l'État, leaders qui ont lancé les processus d'intégration pour échanger les avis, pour prendre en considération l'expérience de leur utilisation. Ça pourrait devenir un pas important pour construire un espace de la sécurité indivisible dans le contexte, y compris et aujourd'hui, la Biélorussie a déjà mentionné la variété qui devrait devenir plus large. Et M. Borrell, qui a inventé ce schéma, qui a mentionné le paradis et a oublié les sables des déserts asiatiques, il devrait corriger cette vision étroite. Il est très important que les discussions actuelles qui influencent directement nous tous, et nous avons l'intérêt à les poursuivre, soient basées sur les principes de la sécurité, avec le respect de la sécurité indivisible sur le continent européen et eurasiatique, en prenant en considération les intérêts de tous les États membres du continent sans exception. Parce que ces conversations pour éviter les grandes déclarations pittoresques visant à cacher la politique égoïste. Et ce dialogue, cette architecture en question que nous sommes en train de discuter devrait devenir une fondation solide pour favoriser la résolution des conflits et le refus de chaque État membre en donnant disponibilité de leur territoire, en créant des menaces à qui que ce soit, afin d'éviter le diktat en dehors de la participation des acteurs régionaux et globaux. En ce qui concerne l'attitude de nos voisins occidentaux par rapport à cette perspective, évidemment, leur majorité, ils suivent Washington et les perspectives d'une discussion bien réfléchie avec la majorité de ces États
nous ne les voyons pas. Ils ne se sont pas manifestés, mais un principe, je tiens à souligner, nous sommes toujours prêts au travail en commun si nos voisins occidentaux sur le continent conjoint se trouvent les forces de reprendre l'indépendance, l'autonomie stratégique que le président Macron et les autres leaders occidentaux mentionnent. S'ils refusent les approches néocoloniales et la politique de confrontation pour revenir sur la voie pragmatique de l'interaction pour rechercher l'équilibre des intérêts justes et équitables de chacun. Qui vivra verra, mais je salue la participation du ministre des Affaires étrangères hongrois, de mon ami Péter Szijjártó, et sa participation confirme du fait que les dirigeants hongrois voient la possibilité de l'utilisation des avantages de compétition concernant l'interaction des États membres de notre continent et l'importance de cette coopération, en particulier pour le bien et le bénéfice et la prospérité de la Hongrie. Évidemment, un travail tectonique nous attend, mais il faut toujours le faire immédiatement, et sinon ça pourrait créer des menaces, des risques inacceptables. J'aimerais remercier mes amis biélorussiens parce que c'est vraiment cette conférence, cette discussion opportune nous aideront à prendre conscience mieux les perspectives et les questions qu'il faudra mettre en œuvre aux intérêts de nos citoyens. Merci beaucoup de votre attention.